Bonjour, au sommaire de cette émission, découverte du simulateur sur avion de chasse développé par Aviasim au pôle Pixel. Le sujet essentiel de ce mois, c'est une plantation citoyenne pour participer à la végétalisation de la ville, pour changer votre regard sur l'espace public. Regard sur l'action de la Croix-Rouge de l'Est lyonnais. Elle accompagne au quotidien les personnes vers un retour à l'autonomie. Et pour terminer, focus sur un composteur pédagogique installé à l'école Saint-Exupéry. Objectif, lutter contre le gaspillage à la cantine. Tout juste 28 ans, Thomas Gasser pilote déjà sa jeune entreprise Aviasim. En 2012, il a créé le premier simulateur vol Airbus A320 en Europe. La particularité de ces simulateurs est qu'ils sont ancrés au sol et que les sensations ne sont qu'illusions auditives. Au lieu d'avoir un simu sur vérin qui coûte des millions d'euros à l'achat et à la maintenance, nous on a fait le choix de faire des simulateurs fixes avec une immersion totale. C'est-à-dire qu'au lieu de simuler des mouvements physiques, on va les simuler via une immersion totale avec de la vidéo. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le cockpit, vous n'avez en face de vous qu'un écran incurvé de 180 degrés sur lequel on va projeter une image complète avec un vrai paysage. Donc il suffit que on fasse un virage et du coup que le visuel se mette en virage, votre oreille interne qui n'a que pour référentiel le visuel va comprendre que vous êtes en virage et va vous donner virtuellement la sensation de mouvement. Grâce à cette stratégie, Aviasim casse les prix, 59 € pour 30 minutes de vol en avion de chasse, son dernier simulateur. Alors c'est un pilotage qui est complètement différent, avec des enjeux tout à fait différents. C'est un avion beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, auquel on va pouvoir passer le mur de son sans aucun problème, avec une vraie stratégie derrière d'attaque, de combat et de défense. Alors, je suis à l'intérieur du cockpit d'un F-16 Fighting Falcon. C'est un avion américain et c'est un des chasseurs les plus vendus à l'export aujourd'hui dans le monde. Si le simulateur est ouvert à tous, un instructeur passé par l'armée de l'air vous prépare à cette expérience. Moi je suis là pour accompagner le client, effectivement. On a des gens qui sont passionnés, qui connaissent déjà comment fonctionne un avion. D'autres qui arrivent ici et qui ne connaissent rien du tout. Donc on est là pour les accompagner et se mettre à leur niveau finalement. Et être là pour les aider et leur apporter les réponses à leurs questions. C'est un cockpit qui est complètement réaliste. Toutes les fonctions sont reproduites. Il n'y a que quelques fonctions qui ne le sont pas. Parce que bien sûr on est dans une arme de guerre, donc il y a un secret défense autour de cet avion. Dans un avion de chasse, effectivement on fait des manœuvres de voltige, notamment en combat aérien, parce que voilà, on fait de la chasse, c'est le cas de le dire. Donc vous avez toujours une cible qui est derrière vous ou devant vous et on se bat l'un contre l'autre. Donc effectivement il faut savoir réagir très rapidement. Donc on utilise des figures de base de la voltige aérienne pour pouvoir s'en sortir. Et même dans un simulateur de vol, la pression peut monter. Il est certain qu'à un moment donné, il y a forcément une pression qui monte, un stress qui monte quand on est poursuivi. Vous êtes à 400 nœuds très près du terrain, vous êtes à 30 mètres du sol et qu'il y a un avion qui vous pourchasse à l'arrière qui peut vous dégommer avec un missile. Effectivement, il y a un certain stress qui monte à ce moment-là. Opération jardinage. À l'initiative de la mairie, des bacs à fleurs sont mis à disposition des habitants pour qu'ils viennent planter eux-mêmes leurs plantes. C'est une première à Villeurbanne et ça se passe rue des Teinturiers. Là, on est dans le contexte des plantations citoyennes. Les plantations citoyennes, ça a pour vocation vraiment de répondre aux besoins des habitants, des citoyens, de s'engager sur leur vie, sur leur base de vie, sur leur pied de chez eux. Et donc au pied des immeubles, au pied des maisons, dans peut-être certains bacs qui sont déjà utilisés par les services espaces verts. On pourra proposer aux gens de leur mettre à disposition cette zone-là et de pouvoir faire des plantations de leur choix. On va les accompagner pour choisir les bons végétaux pour qu'on soit à peu près sûr de la réussite. Et puis après, ils en sont responsables. En sachant qu'on est sur le domaine public, on est bien sur des plantations publiques, mais qui seraient entretenues et paysagées en fonction des envies des habitants. Les premières plantations sont vraiment accompagnées par la ville, donc on fournit les végétaux, on fournit la terre, on fournit les outils à ce moment-là. Et après, on explique les outils minimums que les gens devront se fournir pour pouvoir entretenir les plantations qu'ils auront effectuées. Les plantes ont été soigneusement choisies en fonction de l'ensoleillement du site. Et pour les moins expérimentés, une fiche explicative résume toutes les informations sur chacune d'entre elles.
On a fait une sélection par rapport aux plantes qu'on avait disponibles déjà à la mairie pour essayer de s'implanter le plus facilement possible dans cet espace-là, qui est un espace à l'ombre, orienté plein nord, donc du coup pas forcément le mieux pour n'importe quelle plante. Et aussi qui permettent aussi aux habitants d'être le plus à l'aise pour une première expérience de jardinage, donc qu'ils soient assez rustiques, qui résistent au gel et qui ne se demandent pas trop de l'eau. Et donc du coup pour leur permettre de faire un petit choix, pour essayer déjà de s'approprier les différentes plantes qu'on avait choisies, on a fait des petits fascicules avec une photo, histoire de voir à quoi ça ressemble quand même. La hauteur de la plante, le besoin d'arrosage, le feuillage et aussi sa floraison et sa densité, pour pouvoir se dire que quand on plante la plante dans son espace, qu'elle ne soit pas non plus trop entourée de plantes pour qu'elle puisse respirer et vivre tranquillement. Dans ce projet, il n'y a pas d'âge pour venir planter des fleurs et des plantes. Je suis venue pour aider un petit peu parce que je trouvais ça sympa en fait, qu'on plante des fleurs et tout ça, enfin, c'est bien. Franchement c'est sympa parce que ça rend la ville plus jolie avec des fleurs et tout ça. Puis aussi il y aura des gens du quartier qui vont s'occuper des fleurs. Prochaine étape, que les jardiniers citadins viennent s'occuper et arroser leurs nouvelles plantations. Dans l'Est lyonnais, l'unité locale de la Croix-Rouge basée à Villeurbanne doit répondre à un grand nombre de familles dans le besoin. Les besoins sont effectivement importants en cette période de crise. On note bien une augmentation. Alors nous recevons dans nos locaux, comme je le disais, de préférence sur rendez-vous, car ça permet d'avoir un accueil beaucoup plus humain, beaucoup plus confortable aussi. Et nous recevons une trentaine de personnes. En ce qui concerne l'épicerie sociale, c'est une quarantaine de familles chaque jour. Et puis la Vestiboutique, qui est ouverte trois demi-journées par semaine, nous avons une fréquentation qui varie entre 50 et parfois jusqu'à 90 à 100 personnes. Donc les besoins sont importants. L'une des missions de la Croix-Rouge est de guider et d'aider des personnes dans le besoin vers un retour à l'autonomie. Nous avons 2 personnes qui se trouvent dans la pièce voisine, qui accueillent les personnes qui ont rendez-vous avec la Croix-Rouge. Et puis ensuite, nous avons des écoutantes qui vont les recevoir dans des petits bureaux individuels, leur donnant entretien individuel, confidentiel, au cours duquel on fait un point bien précis sur la situation, car la Croix-Rouge souhaite réserver son aide aux personnes qui en ont réellement le plus besoin, et en même temps s'assurer que les personnes sont déterminées à faire l'effort utile, nécessaire, indispensable pour retrouver leur pleine autonomie. Le retour à l'autonomie se fait progressivement et il passe par la gestion des courses alimentaires. On leur octroie, comme j'ai dit, une carte de passage, de droit de passage, où ils ont une somme à dépenser pour un mois. Ça peut aller de 5 € à 30 € à peu près environ. Et à partir de là, ils passent à l'épicerie sociale, ils se servent, ils font le tour du magasin et ils se servent en produits où on paye que 10% du prix public. Une petite boutique de vêtements est aussi mise à leur disposition et le mercredi, c'est totalement gratuit. Nous récupérons des vêtements et des objets divers, tant auprès des entreprises que des particuliers. Nous les trions, nous les préparons et ensuite nous les mettons à disposition des familles, soit gratuitement pour les personnes totalement sans ressources, soit avec une modique participation pour responsabiliser, pour assurer une bonne gestion de notre stock de vêtements. Et en plus de ces soutiens, ces personnes peuvent participer à de nombreux ateliers. Ateliers de français, ateliers d'initiation à l'informatique, ateliers budget, ateliers cuisine, et puis nous développons un atelier confiance en soi et prochainement un atelier aide à la parentalité sous une forme qui va être sans doute assez novatrice, puisque je crois que c'est le mot de Joujoutech qui a été retenu. Donc la consigne qui est donnée aux élèves quand ils apportent les déchets, c'est ils étalent les déchets de la cantine et puis après ils recouvrent et mélangent avec du broyat. Donc là, c'est ce qui a été fait. Un composteur pédagogique vient d'être installé à l'école Saint-Exupéry de Villeurbanne. Objectif, lutter contre le gaspillage à la cantine. Le pain qui te reste, tu mets dans le bac pour le pain. Après, il y a fruits, légumes, serviettes.
tu mets dans le deuxième bac. Les enfants consomment de moins en moins facilement les légumes en particulier. Ce gaspillage alimentaire, il a fallu l'identifier, le trier et l'idée de le composter, de le transformer en compost pour pouvoir éventuellement à terme le mettre dans un jardin pédagogique nous a paru être une démarche intéressante. Ça nous permettait d'être un peu dans une mini-économie circulaire où on essaie de tout recycler sur place plutôt que de l'exporter, plutôt que d'avoir du transport de déchets qui n'est pas valorisé plus que ça, et d'avoir de la matière qui repartiront sur les jardinières pédagogiques installées également à Saint-Exupéry. 10 000 € ont été investis dans l'opération par le Grand Lyon. Du 14 au 23 novembre, c'est la 35e édition du Festival du film court de Villeurbanne. L'occasion de mieux connaître l'univers du court-métrage. Chaque année, ce sont 150 films courts qui sont présentés au grand public. Une manifestation qui attire plus de 7000 spectateurs. L'intégralité du programme est à retrouver sur le site du festival. Les 28 et 29 novembre, venez participer aux assises de la lutte contre les discriminations. Au programme, 2 journées de table ronde, de conférences suivies d'un buffet. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site internet de Viva Interactif. Et à partir du 21 novembre, la semaine des patrimoines vivants fait une halte par Villeurbanne. 10 jours de voyage musical à travers les continents fait de musique populaire d'ailleurs. C'est organisé par le Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes et tout le programme est sur leur site internet. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro le 15 décembre prochain.